Cette vidéo a été conçue dans le cadre du site Écoutez les livres. Ce site vous propose, outre la vente de livres audio, l'accès à des articles sur son blog et des vidéos sur YouTube autour de la littérature. Les liens sont disponibles juste en dessous. Vous connaissez peut-être un de ces romans, Les Malheurs de Sophie, Un bon petit diable, Le général d'Ourakine ou L'auberge de l'ange gardien. Mais connaissez-vous la vie de la comtesse de Ségur? Cette femme qui a été entourée de ses 9 enfants et 19 petits-enfants, ne vous paraît-il pas couler de source qu'elle leur raconte un jour des histoires? Alors, remontons le temps jusqu'en 1799 et partons à Saint-Pétersbourg. 1799, Saint-Pétersbourg, en Russie, une petite fille naît qui s'appelle Sophie Rostopchine. Son père se nomme Fédor Vassilievitch Rostopchine et sera gouverneur de Moscou en 1812. Elle a pour parrain le tsar Paul Ier. Son père, de par son activité, sera peu présent pour son éducation. Sophie est élevée durement par une mère non aimante. Catherine Protasov est autoritaire, austère et sans cœur. Les sévices que la comtesse de Ségur fera subir à Sophie dans Les Malheurs de Sophie sont en partie les mêmes qu'elle a subis dans son enfance. Rappelez-vous, nous sommes à Saint-Pétersbourg et il fait très froid l'hiver. La petite Sophie est vêtue légèrement, même en hiver. Pour dormir, elle a peu de couverture et mange très peu. Tout est rationné par sa mère. Est-ce un effet de ces mauvais traitements? La petite fille fait beaucoup de bêtises et elle est souvent punie par des coups de fouet. Bêtises et coups reçus, qu'elle narrera aussi plus tard dans Les Malheurs de Sophie. Comme enfant de l'aristocratie russe, elle apprend plusieurs langues. Elle en maîtrise 5, dont le français. Dans une Russie orthodoxe, et sous l'influence de Joseph de Maistre, alors ambassadeur, Catherine Protasov se convertit à la religion catholique. Puis elle convertit aussi ses enfants. 1812. Napoléon Ier engage la campagne de Russie. Alors que les troupes de Napoléon avancent sur Moscou, Fédor Rostopchine, le père de Sophie, met le feu à son domaine de Voronovo, afin de ne rien laisser aux troupes de Napoléon. Dans ce même but, Moscou est aussi incendiée et abandonnée par les moscovites. Sophie reste marquée par ces événements auxquels elle a assisté, à l'instar de Stendhal, qui témoigne dans son journal de ce qu'il a vu et vécu à Moscou. Suite à ses mésententes avec le tsar Alexandre II, Fédor Rostopchine part pour Paris en 1817. Malgré son combat contre les Français pendant la campagne de Napoléon, Fédor Rostopchine est bien reçu en France. Mais oui, il arrive en pleine Restauration. À la cour de France, il est présenté à Louis XVIII. Sophie rencontre le comte Eugène de Ségur à Paris et l'épouse en 1819. Eugène de Ségur est issu d'une famille de noblesse d'épée depuis le XVIIe siècle. Le couple vit à Paris, mais Eugène de Ségur se révèle volage. Fédor Rostopchine achète à sa fille le château des Nouettes, près de l'Aigle dans l'Orne. Puis il repart en Russie. Sophie ne le reverra jamais. Il meurt en 1826. La comtesse de Ségur est donc une épouse délaissée. Elle décide d'aller vivre dans son château des Nouettes. La vie parisienne est pour elle une vie de perdition morale et matérielle. Dans son roman, François le Bossu, M. de Nancey recueille Christine, l'amie de son fils, François. Et en bon père de famille, selon la comtesse, il évite que François et Christine n'aillent à Paris.
Eugène et Sophie de Ségur ont 8 enfants. Gaston en 1820, Renaud en 1821, Anatole en 1823, Edgar en 1825, Nathalie en 1827, Henriette, Sabine en 1829 et Olga en 1835. La comtesse élève elle-même ses enfants, ce qui n'est pas imaginable dans le milieu de la noblesse. Elle est très attachée à Gaston qui, contre toute attente, devient évêque. Elle accueille ses 19 petits-enfants dans son château et privilégie une bonne éducation grâce au bon air et à la bonne nourriture de la campagne. Elle est très occupée entre sa famille et la gestion de son domaine. En effet, il faut s'occuper du personnel de maison, des fermiers, mais elle a aussi des accès de mélancolie et de longues périodes de mutisme. La comtesse de Ségur commence à écrire en 1856 les nouveaux contes de fées, livres de messe des petits-enfants, la santé des enfants. Elle est âgée alors de 57 ans. Un jour, elle lit les contes qu'elle a écrits à son ami Louis Veuillot, journaliste et homme de lettres. C'est peut-être Louis Veuillot qui va faire publier ses contes chez Hachette. Ou bien est-ce son époux qui, comme président de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, parle à Louis Hachette des contes écrits par la comtesse de Ségur, propose de les éditer dans le cadre de la collection Bibliothèque des chemins de fer. C'est entre 1857 et 1871 qu'elle écrit pour ses nombreux petits-enfants une vingtaine de romans qui la rendent célèbre. Ses enfants et petits-enfants lui servent de modèle. Elle est éditée pour la première fois en 1857. Ses publications ont du succès. Elle continue donc et écrit Les petites filles modèles en 1858 et Les malheurs de Sophie en 1859. Ces ouvrages sont destinés à la lecture, mais aussi à être joués. En effet, les jeux de scène expliqués, les dialogues, les récits permettent de se costumer. Ils sont écrits comme des pièces de théâtre, animés, avec beaucoup de dialogues. Les portraits de ces personnages peuvent aller jusqu'à la caricature. Pour toutes ces descriptions de la vie quotidienne et des mentalités du XIXe siècle, elle est appelée la Balzac des enfants. Certains passages de ces romans pourraient être censurés. Ils ne sont pas bien accueillis dans la presse catholique, mais grâce surtout à ses fils Gaston et Anatole, bien placés dans le milieu catholique, ces passages restent dans les romans. Elle se bat pour garder les passages sur la violence éducative ou les morts d'enfants, ainsi que les thèmes récurrents des châtiments corporels et des leçons de morale. Mais ce qui choque le plus en plein Second Empire, ce ne sont pas les sévices corporels, mais plutôt les relations amoureuses entre les personnages. La violence est présente aussi et représentée par la guerre et par les enfants qui torturent les animaux, comme dans Les malheurs de Sophie, ou qui taquinent cruellement dans Le général d'Ourakine. Chacun y vit ses supplices. La comtesse de Ségur vit dans une société où les strates sont très marquées, ce que l'on retrouve dans son œuvre. Il y a les châtelains avec leurs enfants et leurs domestiques, les fermiers et les artisans, et enfin les pauvres. Ces pauvres que la châtelaine et ses enfants secourent, comme dans Les petites filles modèles. Dans ces romans, les paysans ou les domestiques qui acquièrent la fortune apparaissent comme sympathiques, à condition qu'ils n'aillent pas jusqu'à frayer avec la noblesse. Dans le cas contraire, ces domestiques fortunés deviennent des bouffons ou des escrocs, comme le faux baron de Castelso dans D'Illoy le cheminot. Louis Hachette, de retour de Londres en 1851, désire imiter William Henry Smith, qui avait en 1848 fait installer des kiosques dans les gares afin de vendre livres, journaux et objets utiles aux voyageurs. En conséquence, une nouvelle collection créée par Louis Hachette est lancée en 1852 et appelée Bibliothèque des chemins de fer. Ces éditions sont destinées à être vendues dans les gares pour les voyageurs. Les trajets sont longs, il y a du bruit dans les wagons. La lecture doit donc être aisée
et distrayante. Bien sûr, les livres doivent être édités dans un petit format, transportable sans peine. Il faut pouvoir distinguer les livres pour enfants des livres pour adultes. Alors les livres pour enfants sont édités en rose. Le premier livre de la bibliothèque rose est donc le roman de la comtesse de Ségur, Les nouveaux contes de fées, illustré par Gustave Doré. La comtesse de Ségur fait la fortune de la librairie Hachette et de la bibliothèque rose, cette bibliothèque rose qui se veut moralisatrice. Depuis 1863, la comtesse de Ségur est veuve. Alors que les revenus de ses contes auraient dû lui rapporter assez financièrement, la comtesse de Ségur est contrainte à la fin de sa vie de vendre son château des Nouettes. En effet, ses rémunérations ne sont pas rattachées au nombre d'exemplaires tirés, mais l'éditeur rachète le roman une fois pour toutes. Le principe de la rémunération des auteurs en fonction du nombre d'exemplaires vendus est apparu à la fin du Second Empire. Les livres de la comtesse sont donc des revenus complémentaires et ne lui permettent pas d'en vivre. Son dernier roman, Après la pluie, le beau temps, est publié en 1871. Suite à la vente de son château, elle va vivre à Paris, rue Casimir-Périer, en 1872, et s'éteint, entourée de ses enfants et petits-enfants, le 9 février 1874. Vous pouvez nous retrouver sur le site Écoutez les livres. Afin d'être informé des dernières publications, nous vous proposons de vous inscrire à la newsletter. Merci pour votre écoute.